Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo dédiée à Kubernetes. On poursuit notre formation. Aujourd'hui, on va découvrir les affinités, donc quelque chose qui est assez important sur Kubernetes. Alors avant de commencer, n'hésitez pas à aller vous abonner. Vous êtes plus de la moitié à ne pas l'avoir encore fait. Cliquez sur la petite cloche si vous voulez être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos, que ça tombe bien dans votre fil sur YouTube. Et également, likez et commentez cette vidéo. Ça coûte pas très cher de le faire et surtout, ça permet de m'aider, de supporter la chaîne sans avancer d'argent. Et puis, si vous voulez soutenir tout ce travail, tous les livres que je vous partage, etc., que j'achète, eh bien vous pouvez cliquer sur rejoindre juste en dessous de la vidéo ou sur la page d'accueil de la chaîne. Et puis sinon, vous pouvez aussi cliquer sur merci tout simplement. Voilà, donc c'est parti sur un volet qui est un peu délicat, je trouve, sur Kubernetes. En tout cas, moi, quand j'ai commencé sur Kubernetes, il y a 5 ans de ça maintenant à peu près, c'est un truc qui me semblait facile à comprendre, mais à la fois compliqué un petit peu à utiliser, tellement il y a d'options possibles, et chaque cas de figure d'utilisation va être différent. Donc en fait, les affinités, ce qu'il faut prendre comme truc, c'est pas se dire, ok, ça marche comme ça, voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est, voilà, qu'est-ce qui est possible avec de couvrir comme pattern, et pas comme précisément comme use case, mais comme pattern. Je sais que j'ai cette boîte à outils là. Globalement, les sortir de tête, vous allez voir que ça va pas être forcément quelque chose que vous allez faire au début, mais il faut savoir que ça existe, il faut comprendre les possibilités et les différents cas de figure que ça peut amener pour couvrir justement, voilà, quand vous allez avoir ce besoin-là, de couvrir cet élément-là, ça c'est hyper important de le faire. Surtout, hein, restez motivé sur Kubernetes. Je le fais pas souvent, mais l'idéal serait de le faire avant chaque début de vidéo, c'est rappeler l'importance de se former à Kubernetes. Si vous mettez Kubernetes dans votre trousse à outils, c'est un garantie pour les plusieurs années à venir où Kubernetes est largement déjà déployé dans beaucoup d'entreprises. Ça continue, et que vous soyez favorable ou pas à cet outil-là, il faut l'avoir dans sa trousse à outils. Voilà, ça fait partie des choses. Je suis pas quelqu'un qui pratique des technos parce qu'il faut les aimer dans un cadre professionnel. Non, il y a un besoin, on me demande de faire ce genre de choses, ça paye, eh bien faut le faire, et puis c'est tout. Et puis pour vous, c'est, je pense, une très très bonne chose, et d'autant plus que cet outil intellectuellement est assez agréable à utiliser. Ça fait résonner un petit peu des choses, on va dire, assez sympa. Faut pas se prendre non plus pour des champions du monde parce qu'on fait du Kubernetes, hein, c'est pas non plus un truc de fou, hein, mais il faut se dire, voilà, il y a plein de côtés plaisants à travers cet outil-là. Si les boîtes l'adoptent trop, peut-être, mais voilà, moi je sais qu'il y a plein de boîtes qui l'utilisent complètement à tort. Pour autant, c'est pas pour autant que je vais me frustrer là-dessus, parce que je prends du plaisir à découvrir cet outil-là, à le pratiquer encore, hein. Découvrir c'est déjà passé un peu, mais à le pratiquer, et donc poursuivre dedans, c'est quelque chose qui est assez important. Alors les affinités, c'est aussi quelque chose qui est très important, parce que derrière, voilà, ça permet de faire des choses qui sont sympas. On sait qu'on a un cluster, hein, globalement, un cluster Kubernetes, et bien ce qui se passe, on a plein de workers, des workers qui ont parfois des typologies différentes, ou les applications, donc on a deux choses, hein, deux volets dans ce volet affinité, qui se croisent ou pas. D'un côté on a du hardware, alors plus ou moins loin, hein, on va dire, parce que ça peut être de l'AVM, etc., mais on repose sur de l'émulation ou du hardware, etc., donc ils vont faire en sorte que finalement ces ressources mises à disposition de nos workloads vont parfois avoir des spécificités, ça c'est quelque chose qui est important, ça peut être sur le stockage, ça peut être sur le CPU, GPU, etc. Et puis par ailleurs, on a des workloads, des applications qu'on veut faire tourner, et qui elles aussi ont leurs spécificités. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est important, on peut avoir de la latence réduite, etc. Alors le but des affinités, c'est d'essayer d'apporter des options pour résoudre ces cas de figure-là. Ça ne veut pas dire que ça va tout résoudre, tous vos malheurs, on va dire, mais voilà, c'est quelque chose qui est important. Alors si vous l'avez vu, hein, je me suis mis en miniature vraiment petit, je me mets pas sur chaque vidéo, parce que franchement, je pense pas que ma tête vous apporte grand-chose en plus, hein. On va dire que, à part si je me mets un nez rouge, mais voilà. Alors, quelques exemples, quelques trucs à avoir en tête pour se dire qu'est-ce que ça peut représenter les affinités comme solution. Première chose, comme je disais, ça peut être par rapport à du hardware. C'est-à-dire que si on a des choses à base, par exemple, de machine learning, on va vouloir faire tourner ça sur des GPU, mais qu'on a un cluster Kubernetes et qu'on ne souhaite pas avoir un cluster dédié au GPU, un cluster dédié au CPU, un cluster dédié à du SSD, etc., etc.,
Je pense que voilà, on a tous compris que c'était pas l'intérêt. L'intérêt, c'est de continuer à manager le plus large possible. Alors, le but, c'est pas d'avoir trop large non plus, mais d'avoir quelque chose qui va être relativement facile à manager dans sa globalité. Derrière, donc du coup, on a nos applications et on arrive par exemple à quelque chose qui a besoin de GPU, par exemple du machine learning. Et bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va se dire, ok, j'ai des workers, il y en a qui ont du GPU, il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui ont tel type de GPU, d'autres qui ont un autre type de GPU. Je vais avoir besoin de classer finalement et de regrouper certaines machines en fonction de leur spécificité. Et je vais avoir besoin de faire en sorte que les applications que je vais poser dessus puisse utiliser ces spécificités-là, et n'aille que sur ces choses-là, parce que finalement, s'il y a un truc qui a du GPU va se lancer sur quelque chose qui n'en a pas, bah c'est perdu d'avance, quoi, hein. Ça sert à rien, c'est même contre-productif, ça sera une erreur assez importante. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, par exemple, c'est résoudre des problématiques de latence. Par exemple, voilà, on va avoir tendance parfois à faire des clusters étendus sur plusieurs régions, ce genre de choses. Alors ça a des intérêts d'un point de vue résistance des infrastructures, hein, vraiment d'avoir quelque chose de pérenne, qui va résister aux défauts, etc. Mais derrière, l'inconvénient, par exemple, si j'ai un front qui utilise un back, s'il est trop loin et situé trop loin, on va générer une latence assez importante entre les requêtes, entre le front et le back, et ça, on n'a pas forcément envie de le faire, surtout sur des workloads qui peuvent être très importants. J'ai travaillé, je sais pas, sur des workloads où on prenait 4 milliards de requêtes par jour, de requêtes HTTP, là, bien sûr qu'on n'a pas envie que ça traîne trop longtemps quand même, quoi. Donc on va essayer de placer les choses de manière assez intéressante. C'est pas forcément Kubernetes qui apporte non plus toutes les solutions à ce cas de figure-là, mais voilà, il faut garder en tête que il y a des composants qui vont avoir besoin de ces choses-là, et bien les affinités permettent de le faire, en se disant, un front et un back, hop, ils vont pouvoir se déployer l'un à côté de l'autre. Peut-être de manière forcée, c'est-à-dire que si l'un ne peut pas se déployer à côté de l'autre, on ne déploie pas, ou plutôt, on va dire, plus permissif, on va favoriser que ça se déploie à côté de l'autre. Si c'est pas possible, c'est pas si grave que ça. Et puis, bien, il y a la gestion aussi des fameuses régions, hein, on vient d'en parler, c'est qu'on va avoir des serveurs qui vont être dans des zones différentes, au même titre qu'on a des serveurs qui vont être dédiés à du CPU, d'autres à du GPU, etc., on va avoir aussi des régions, et puis on va même pouvoir croiser tout cet ensemble, faire une matrice un petit peu globale. Et bien là, le but, c'est d'assurer cette persistance-là et de se dire, ok, je veux au minimum par région un type de ces applicatifs-là. Comme ça, si je perds une région ou si je perds une availability zone, etc., une zone, je vais quand même malgré tout avoir le deuxième réplica qui lui va tourner ailleurs et je sais que j'aurai pas de problème. Je peux faire pareil si je suis on-prem, hein, tout ce qu'on vient de dire là, je peux faire la même chose on-prem bien sûr, en disant j'ai deux data centers, ou même si j'ai qu'un seul data center, je vais pas mettre ça dans la même baie, donc du coup je vais avoir des workers qui vont être distribués sur chaque baie, donc je vais utiliser des labels de mes nodes qui vont marquer chacune de ces baies de manière à savoir où se situent les nodes et distribuer en fonction de ça. Alors, il y a trois types d'affinités dans Kubernetes, on va dire deux groupes principalement. Premier groupe, premier type d'affinité, il est basé sur le node spécifiquement. Donc là, le but, c'est de dire, donc on va parler de node affinity. Donc le but, toujours, ça va être de savoir où je place des pods. On ne parle pas d'autres objets, etc. Là, en tout cas pas dans ce cas de figure-là. On peut en parler quand on fait du PVC, par exemple. Mais là, on est sur les pods aujourd'hui. On a trois types. On a le node affinity, le pod affinity et le pod anti-affinity. Le node affinity, le but, ça va être de dire un pod, il va aller sur tel node, basé sur les labels principalement, et il va aller sur tel node. Le pod affinity, ça va être... donc là, si on se place vis-à-vis du pod, la contrainte que l'on a sur le node affinity, c'est de se dire « Ah, moi je veux aller sur tel pod ». Le pod affinity, c'est une autre notion. C'est non, je ne vais pas regarder sur quel node je suis, mais je vais regarder par rapport à un groupe de pods. Est-ce que j'ai une affinité ou pas avec ces groupes de pods-là, que ce soit des pods qui ont les mêmes caractéristiques que moi, ou d'autres pods, comme on disait tout à l'heure, le front-end et le back-end, eh bien on va dire, ok, on va créer une affinité entre les deux, c'est-à-dire un lien entre les deux,
Et le groupe back-end et le groupe front-end vont avoir finalement des affinités pour pouvoir dire ok, moi je suis sensible à toi, donc du coup on va matcher, on va mettre des règles qui vont permettre de matcher. Ou le contraire, on a le pod anti-affinity, c'est-à-dire que au contraire, on ne veut pas de lien entre les deux, en tout cas on veut se séparer strictement, on va dire, d'autres groupes de pods. Donc on va jouer sur ce qu'on appelle une anti-affinité. On va voir ça sur quelques exemples. Chose que je n'ai pas dit, on va faire cette vidéo sur 2 voire 3, on va faire ce volet-là sur 2 ou 3 séquences, de manière à bien intégrer chacun des éléments pour que ça passe un petit peu smooth, tranquillement de votre côté. Alors aujourd'hui, on va faire un petit focus principalement du coup sur on va, au sein de ces affinités, hein, comme je viens de vous dire, on aura 3 types, le node affinité, le pod affinité et le pod anti-affinité. Une fois qu'on a défini qu'on avait 3 types, au sein de ces 3 types, on va pouvoir avoir 2 modes de gestion de cette affinité en question. Donc 3 types, 2 modes par type, ça nous fait 6 cas de figure, on va dire à peu près qu'on peut couvrir, 6 éléments, et qu'on peut aussi combiner les uns par rapport aux autres. Mais pour l'instant, prenons les choses le plus simplement, déjà, ça sera déjà pas mal. Dans ces 2 modes qu'on va retrouver et utilisables pour le node affinity, pour le pod affinity ou pour l'anti-affinity, le pod anti-affinity, vous avez donc 2 modes. Premier mode, c'est le required during scheduling, ignore during execution. Donc ça, c'est important. Derrière, donc, globalement, un Kubernetes ne va pas manager à travers ces affinités-là. Vous voyez, il y a le ignored during execution. À l'heure actuelle, Kubernetes n'a pas de réel moyen d'agir sur des pods déjà en cours d'exécution. C'est-à-dire que là, c'est au moment du scheduling, vous voyez ce qui est mis, during scheduling, pour les 2 cas de figure, et c'est au moment où le kubelet et le scheduler et le kubelet vont agir ensemble, que va se passer l'élément et de se dire ok, ce pod là, oui, on peut l'affecter et il va tourner, ou non, on ne peut pas l'affecter et il va rester en pending. Si un pod tourne déjà et qu'on change les règles, ou si on change par exemple les labels sur le worker sur lequel il se situe, ça ne va pas avoir d'effet sur le pod qui est en cours d'exécution. Alors au jour d'aujourd'hui, en tout cas, les choses évoluent certainement, mais voilà. Donc le required, lui, c'est une sélection stricte, c'est-à-dire required, donc il n'y a pas le choix, on va sélectionner sur une égalité stricte des nodes ou des pods, suivant le type d'affinité qu'on a vu précédemment. C'est-à-dire qu'on va être strict sur le node affinity ou on va être strict sur le pod affinity ou le pod anti-affinity. Mais on ne pourra vraiment pas lancer l'élément si c'est ce cas de figure-là. Le preferred during scheduling ignore during execution, vous voyez que tout ce bloc-là, n'ayez pas peur sur la longueur du truc, ce qu'il faut retenir c'est le required et le preferred. Mais ce qui est important quand même aussi, c'est pourquoi il y a toute cette phrase, c'est aussi pour bien signifier que c'est au moment du scheduling que se passent les choses et pas sur des éléments qui sont déjà exécutés. Là, on va avoir un système de préférence, c'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer sur un poids. La règle va être différente. Ici, la première règle de required, elle va se baser sur un égal, une clé. Si la clé bidule vaut tant, à ce moment-là, ça va se passer, on va avoir vérifié la règle. Sur le deuxième cas de figure, on va être sur une pondération. Ça va être un petit peu différent, on va faire un calcul de poids. Tout simplement, on va dire, ok, là c'est X% par exemple de pods qui peuvent être à côté des pods de l'autre groupe, du groupe back-end par exemple, ce genre de choses. Alors du coup, ça nous donne ça, faut se le représenter dans la tête de cette manière-là, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. On a donc node affinity, pod affinity et pod anti-affinity, donc l'inverse du pod affinity, et à chaque fois on a le required preferred, required preferred, required preferred. Important à avoir ça en tête. Aujourd'hui, on va s'intéresser uniquement au required, de manière à vraiment le comprendre. On va s'y intéresser en node affinity et en pod affinity. On va pas faire le anti-affinity aussi volontairement. Donc on est vraiment focus là-dessus. Donc sur le node affinity d'abord, on est sur, quand on utilise du required,
during scheduling, ignore during execution, je ne vais pas vous le faire à chaque fois, on va se baser sur un node selector terms. Alors ce qui est important hein, quand même à retenir dans tout ça, c'est que si on prend, hop là, voilà, on va lancer on va se connecter à notre cluster K0S. Alors je ne sais plus, non c'est pas ça, c'est un petit C ici, voilà. Toc, il a fallu que je change les noms. Voilà, on va se mettre comme ceci. Et là, ce qui est important à retenir, et d'autant plus intéressant de cette manière-là, c'est que si on fait un kubectl explain, alors ou K hein, explain de pod, alors on peut partir du déploiement, mais on arrivera toujours au pod hein, finalement. Ici dans les pods, il faut prendre cette habitude-là, vous voyez qu'on a les specs, effectivement ça va se passer dans les specs, ce qu'on est en train de parler. Et dans les specs, on va retrouver les affinités, normalement, qui doivent être quelque part. Alors, affinity, voilà, comme ceci. Et si on prend cet élément-là, on va le coller ici, affinity. Dans affinity, vous voyez, on a le node affinity, le pod affinity et le anti-affinity. Ok. Donc du coup, si je prends ici et je sais que j'ai node affinity, alors toujours majuscule sur la première lettre, et puis si on est à une composante, on va dire on a une majuscule pour séparer, et eh bien on se retrouve ensuite effectivement avec le preferred ou le required. Donc nous on va partir sur le required, alors vous voyez que ça commence à faire des trucs un peu longs, et une fois qu'on est dans le required, on a le node selector terms. C'est celui qui va permettre de définir le clé-valeur sur lequel on va se baser pour faire cette attribution-là. Donc si on copie cet élément-là, hein, toujours, amusez-vous vraiment à faire ça, c'est très utile si vous faites par exemple les certifications, CK, etc. Vraiment utiliser ça. Et vous voyez que là on a deux modes d'utilisation. On a le match expression et on a le match fields. C'est un tout petit peu différent, alors on va le voir dans nos exemples, hein. C'est un tout petit peu différent, mais néanmoins c'est le principe est à peu près le même, c'est juste on va se baser sur des choses un petit peu différentes. Si on prend, hop là, hop, voilà, on va faire comme ceci, match expression par exemple, voilà, on peut continuer hein, comme ça jusqu'à aller au fond de l'élément. Vous voyez qu'on va pouvoir utiliser en plus les systèmes de clés, donc la clé qui est requise, un opérateur pour vérifier la clé, et la valeur de la clé en question, qui peut être une liste, hein, vous voyez, de string, qui est une liste hein, même, mais si on a un seul élément, ça nous donnera un seul tiret, et l'opérateur qu'on va appliquer dessus. Si c'est un chiffre par exemple ou autre, on va pouvoir mettre greater than, less than, etc. ou in quand on est dans une liste, ou not in, pas dans la liste, n'existe ou n'existe pas, etc. Donc ça c'est important d'avoir ces éléments-là. On a le match field également qu'on retrouve à côté. Match field ou fields, je sais plus. Où est-ce qu'il est? Fields avec un S. Voilà. Et on retrouve à peu près le même principe, c'est simplement qu'on ne va pas se baser sur les mêmes éléments. Donc, ouais, bah voilà, je l'ai mis ici. Le match expression est basé sur les labels et le match fields. Donc, les labels, c'est assez simple, on l'a vu précédemment. Le match fields, c'est grosso modo, vous avez les métadatas des pods, mais vous avez aussi les métadatas des nodes. Eh bien, on va pouvoir se baser dessus. C'est-à-dire que si je fais un kubectl get nodes, ici, j'ai des nodes. Si je prends n'importe lequel des nodes ici, comme ceci, et -o YAML, ou je peux le faire avec un describe, hein, tout simplement, et bien tout ça, je l'ai sous forme, alors soit de YAML, soit de JSON, mais je vais pouvoir dire, eh bien écoute, tu prends la clé metadata, je sais pas, point name par exemple, et je veux qu'elle prenne la valeur de cette machine-là. Alors, il y a d'autres manières d'utiliser, hein, parce que vous voyez qu'aussi, on a des labels qui sont mutuels, qui sont mutuels, on va dire, ou en tout cas, qui ont la même valeur que le nom, par exemple, le nom de la machine. On ne va pas forcément se baser sur le metadata.name, qui est égal à K0C1. On va parfois utiliser le label plutôt. Donc on va faire plutôt du match expression que du match fields avec Kubernetes IO hostname. Et là, les labels de pod ou de node, les labels de node plutôt, on va pouvoir
en rajouter et mettre nos propres labels. C'est-à-dire que si j'ai une baie de serveur ou si j'ai des serveurs typés GPU, on va pouvoir dire ok, ce node là, on va lui rajouter le label, par exemple kubectl label node. Alors je sais plus comment s'appelle notre node, voilà, il s'appelle comme ceci. Et là on va pouvoir dire ok, ce label en question, ça va être zone égale, alors je crois que EU, on va dire EU West 1, j'espère que je vais m'en souvenir après. Là, on vient de rajouter un label à ce node-là. C'est-à-dire que si je le prends, alors là, on va le faire avec describe pour bien montrer qu'on a les mêmes valeurs. On peut faire la même consultation, à dire d'une manière ou de l'autre. Bah, ici, sur nos éléments, juste ici, on va retrouver le label zone qui vient d'être ajouté, zone égale EUWest 1. Je vous rappelle qu'on peut aussi le consulter autrement, je fais un kubectl get node ici, show label. Alors hein, c'est un moyen aujourd'hui, hein, c'est pour ça que la vidéo, on va pas couvrir tous les cas de figure, mais vous voyez, du coup on retrouve les zones, etc. Bref, continuons notre explication et on va passer à la partie démo. Donc là, le node Affinity, c'est relativement simple à comprendre. Je trouve que c'est plus simple, c'est le cas d'affinité qui est un peu le plus simple à comprendre. J'ai des nœuds, je veux soit être spécifique à des nœuds en question, soit je veux être spécifique à des groupes de nœuds, donc par ces labels. Donc on peut avoir bien sûr deux. Ce qu'on va faire, on peut le faire ici, on va faire un label aussi qui va être identique sur K0C2 par exemple. Donc là, si je refais un show labels, show labels, oui, tout à l'heure je l'ai fait comme ça, mais on peut le faire plutôt comme ceci. Si je fais un show labels, ici, bah, le K0C1, il est dans la zone EUWest 1 et le K0C2 est dans EUWest 1 également. Et je peux mettre également, par exemple, celui-ci ou dans 3 par exemple, K0C3, comme ceci. Et donc là, je commence à avoir, voilà, à zoner et à identifier finalement une topologie de mes serveurs pour pouvoir l'utiliser. Alors comment on fait pour l'utiliser? Par exemple sur le node Affinity, alors vous avez toujours le lien dans la description, bah, ça va pas être très compliqué. Alors le bloc est long parce que, souvenez-vous, quand on a fait le kubectl explain, on est passé en cascade de chaque élément à chaque élément, mais néanmoins, c'est pas un truc, il faut comprendre chacun des éléments. Une fois que vous les avez compris, il n'y a aucun souci. Alors là, on va se créer un petit répertoire pour pas mettre tout le bazar, encore que à chaque fois je recrée quasiment le cluster. Là on va dire par exemple on est sur le node Affinity. Alors je vais vérifier que les zones que j'ai appliquées, je m'en serve et que je respecte bien ce que j'ai mis tout à l'heure. Donc là par exemple on dit ok, là je vais créer un déploiement, mais de toute façon hein, l'Affinity, le node Affinity ou le pod Affinity s'applique dans la vidéo d'aujourd'hui, en tout cas sur les pods. Donc les pods, ça peut être les déploiements, les stateful sets ou les daemon sets. Là, en l'occurrence, faire de l'affinité sur les daemon sets, etc., ça devient un petit peu plus spécifique, on va dire. Mais on peut aussi le faire, par exemple, sur les PVC, ça existe. Là, en tout cas, nous, on n'est pas, on va dire, on se focus là-dessus. Toujours est-il que voilà, ça s'applique au pod principalement. Donc du coup, on le retrouve dans les spécifications de pod. C'est ça que je veux dire essentiellement. Spécification du pod, on va dire Affinity, Node Affinity. Donc là, on est sur le premier cas de figure, le Node Affinity en required, donc strict. Et on va dire écoute. Alors ouais, c'est ce qui me semblait. Voilà. Écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur une zone. Et on va se mettre sur la zone EUWest. Alors lui où il y a un seul serveur, EUWest. West 3, je crois que c'est ça. Et puis on peut imbriquer, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure, donc on a le match expression, le match, alors lui d'ailleurs il pourrait matcher fields, si je dis pas de bêtises, field, non, je vous dis une bêtise, oui, on est sur les labels, donc on est sur expression. On pourrait faire la même chose du coup sur le match fields, on pourra le faire juste après, en se basant toujours sur du clé-valeur, mais qui ne sera plus le label, mais qui sera les clés dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire metadata.name et le nom en value qui est K0S5 par exemple. Alors là, si j'applique ça, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui est important, c'est qu'il y a le et ou, il y a le ou et le et qui sont appliqués différemment. Si on veut faire du ou,
c'est-à-dire on affecte notre pod dans notre cas de figure soit sur par rapport à la région, soit par rapport à un nom de serveur, soit par rapport à encore d'autres choses, on peut en rajouter autant que l'on veut. Vous voyez ici, on a le metadata name par exemple. Eh bien, on va se mettre, vous voyez ici, le tiret, il est bien situé dans la liste. Sinon, ce qui va se passer, c'est qu'on va partir sur une imbrication comme ceci, ça veut dire un « et » tout simplement. Donc là, c'est beaucoup plus strict, ça veut dire qu'à la fois, le serveur qui va pouvoir recevoir ces pods-là doit être dans la région US East, dans notre cas de figure, et s'appeler K0S5. Alors ok, nous on est sur un OU, donc ça devrait pas trop mal se passer, on est sur un Nginx tout simplement. Ok, on va faire kubectl apply-f de node affinity. Il est parti pour créer notre pod, alors ouais, on en a créé beaucoup. Alors ça c'est voilà, c'était volontaire, hein, je ne vous ai pas montré, mais j'en ai créé vraiment beaucoup pour vous montrer que même si j'en ai 30, si vraiment il y avait du choix, bon, Kubernetes, le scheduler les placerait bien sûr de manière relativement distribuée sur le node. Là, on en a 30, on est parti pour 30, on fait un kubectl get pod, là il est en train de les créer, mais ce qu'on peut s'amuser à faire d'ores et déjà, c'est faire un -o wide, et de constater où est-ce qu'il va nous affecter tous les copains. Donc là, on a la colonne node 3, qui est juste ici, et dans cette colonne node 3, vous voyez qu'on retrouve derrière K0C3, K0C3, ok, on a quand même un peu l'impression qu'il nous a mis du K0C3 partout. Si je fais un grep K0C3 et que je fais un comptage tout simplement, eh bien j'en ai 30. J'en ai 30 qui sont sur la machine K0C3. Et oui, parce que notre machine K0C3, elle est située sur notre fameuse zone EU West 3, c'est ce que je vous rappelle qu'on a mis dans notre affinité. Donc il l'a trouvé ici. Et comme K0C5 n'existe pas, puisque si je vérifie mes noms, j'avais changé mes noms de serveur, ça tombe plutôt pas mal. Si je fais un kubectl get node, c'est pas K0 SC5, c'est K0C5, ce qui change pas mal de choses. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est de se dire, eh bien à ce moment-là, on va faire notre petite modification. Et bien ça va être l'occasion de voir une chose. Voilà. C'est à quel moment il recalcule les choses, et vous allez voir que bah, finalement, là on en a 30 sur le même serveur. Si je change ici, je lui offre l'opportunité d'aller distribuer plus finalement les pods en question. Donc je vais appliquer cet élément-là, et quand on ne connaît pas, ou quand on ne retient pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Si je fais un kubectl get pod, d'ailleurs on va faire, tiens, on refait le comptage, on reste à 3 sur K0C3. C'est-à-dire que si je regarde mes pods ici, avec un O wide, alors s'il est en train de... Ah, il n'avait pas fini de les créer, dommage. Non, il l'a pris en compte, il l'a appliqué, il est en train de le faire. C'est juste qu'il est en train de le faire. Voilà, là il est en train de distribuer les choses et de travailler intelligemment. Parce que on a modifié le pod, c'est pas le label qu'on a été modifié. Si on avait modifié le label, et que les pods étaient déjà déployés, il n'aurait pas fait les choses. C'est-à-dire que si... comment on va le faire? Ouais, on peut faire ça, on peut faire un... Donc on peut supprimer le label en question. Donc on va prendre R label, donc celui qui est... hop. Alors si vous ne comprenez pas ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer, tant pis. Là par exemple, on va supprimer le label zone du serveur 3. Toc, comme ceci. Unlabel. Donc ça veut dire que ce serveur-là n'a plus, donc si je fais un describe de K0C3, il n'a plus de label zone. Donc techniquement, il ne peut plus recevoir les nouveaux pods, il ne peut plus recevoir les pods. Alors où est-ce qu'on est? Voilà. Ici, vous voyez qu'on n'a plus la zone en question. Donc si je refais un kubectl au wide, comme ceci, qu'est-ce qui se passe? On pourrait se dire, mais c'est bizarre comme truc. Et non, on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, quand les pods ont été schedulés, ont été placés, si on change quelque chose côté serveur, pas côté pod. Tout à l'heure, ce qui s'est passé, c'est que j'ai poussé le pod, j'ai changé les configurations de pod. Donc là, quand c'est comme ça, le scheduler, il vérifie ce qui se passe, il fait « Ok, là, ça ne matche plus, on redistribue les cartes. » Si je change côté node, ce qui est différent, là on se situe du coup côté kubelet, eh bien les choses ne changent pas. Si je relance ici,
vous voyez, ne change pas. Donc ça voudrait dire que, en fait, si j'avais appliqué les choses à l'origine, donc là on peut le faire même avec un réplica à 0, eh bien normalement je devrais rien avoir dans K0C3, puisqu'en fait je n'ai plus de serveur avec la zone égale EUWest3. Ça on va le retrouver par exemple si je fais un kubectl scale, deploy, notre déploiement il s'appelle comme ceci, je vais zoomer volontairement, voilà, réplica à 0. Vous voyez que là on découvre, on manipule pas mal et on découvre, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Donc là on est passé à réplica à 0, ce qui veut dire derrière que si je fais un kubectl au wide, voilà, je n'ai plus de pod, et bien on va réappliquer exactement la même chose que ce qu'on avait tout à l'heure. Donc on ne change rien sur le node Affinity et on l'applique. Donc là je refais un kubectl getPod au wide et là je n'ai que du K0C5. Je n'ai pas changé la règle d'affinité, par contre je n'ai plus le label sur le K0C3. Donc du coup celui-ci n'a plus ce label zone égale EUWest3, donc il ne peut plus accepter de choses. Mais ce qui est important hein, dans la finesse de ce que je viens de vous montrer, c'est pas un truc de fou hein, non plus, hein, mais c'est que ce scheduling, du coup, c'est au scheduling que se gère cette règle-là. Et non pas au moment où je vais changer un label sur des nodes, là, ça ne changera rien. Si je restarte les nodes, ça va jouer, mais quoi, si je reprovoque un scheduling, ça va changer, sinon ça ne changera rien. Le restart n'est pas suffisant non plus. Ok, donc là on a vu un truc qui est assez sympa. Donc on a aussi la règle du et. Hein, du coup, alors là on peut la faire, hein, cette règle du et. On va faire un scale à 0. Voilà, comme ceci. Pourquoi il me fait ça? Voilà. Un scale à 0 comme ceci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller modifier notre node Affinity. On va changer juste ici, on va faire comme ceci. Voilà. Donc là, on est en train de faire du et EUWest3 et K0C5. Ça veut dire que il faut à la fois que mon nœud s'appelle K0C5 et à la fois qu'il ait un label zone égale EUWest3. Donc là, si je fais un kubectl apply-f de node Affinity et que je regarde mes pods, qu'est-ce qui se passe? Hop là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mes pods, ils sont tous en pending. Et ouais, donc ils peuvent plus recevoir d'éléments parce que le node en question n'a pas le label, il n'y a pas de node qui s'appelle K0C5 et qui en même temps a un label zone égale EUWest3. Alors attention, je vais vous montrer un truc qui risque de vous faire un petit peu perturber les choses. On va juste le faire. On va refaire notre label de zone, hop, voilà, celle-ci, on va le faire sur K0C5 du coup. Quoi, on peut le faire, déjà on peut le remettre sur K0C3. Qu'est-ce qui va se passer? Ok, kubectl getPod, why, il se passe rien. Ok, vous pourriez me dire, oui, mais tu nous as dit que le scheduling, ça s'applique que au moment du scheduling, etc. Effectivement, alors, hop, on va refaire un réplica à 0. On va refaire un apply, donc du coup, on est passé à 0, on applique de nouveau, voilà, je remets, je suis à pending, qui est à 0, oui, tout à fait, parce qu'on est dans une égalité stricte, donc ça ne change rien. Là, on va faire donc on est dans le même cas de figure, on va faire un label, cette fois-ci, sur K0C5, et là, ils sont tous en pending. C'est là où ça peut vous embrouiller un petit peu. Mes pods sont tous en pending, donc le scheduling est encore en train de se faire. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas d'attribution. Quand on dit le scheduling est en train de se faire, le node name, souvenez-vous, ce fameux node name n'est pas encore attribué. Donc, tout est encore possible. Donc, si à ce stade-là, même si j'ai 30 pods qui me donnent l'impression de tourner, mais qui ne tournent pas, ils ne sont même pas schedulés quelque part, eh bien, si je rajoute mon label sur K0C5, donc qui s'appelle désormais K0C5, et en même temps qui a ce zone EUWest3, et que je fais un kubectl getPod, eh bien, vous voyez que ça y est. Là, c'est parti, il est en train de les attribuer. Bien sûr, il les a tous attribués à un nœud qui s'appelle K0C5 et qui a ce label zone égale EUWest3. Ça, c'est hyper important, là, déjà, de bien poser le truc.
reprenez bien, éventuellement faites pause ou revenez en arrière, reprenez le processus. C'est très très important, c'est que tant que le node name n'est pas attribué, on peut encore agir. On peut mettre notre label et il sera pris en compte, le scheduler le prendra en compte, sinon ça ne sera pas le cas de figure. Là ce qu'on va faire, donc on va faire un kubectl delete deploy de affinity required ici, comme ceci. Toc, et là j'ai plus de pod, hein, c'est juste pour faire le clean, voilà, on va plus avoir de pod. Ok, donc là on a vu ce node affinity, on l'a vu plutôt pas mal pour le required, là on a bien creusé un peu le truc, c'est important de bien poser les choses, c'est pour ça qu'on va pas faire trop de choses aujourd'hui. Donc ce qu'on a fait, on a vu ce cas de figure là, c'est-à-dire le cas du or ou le cas du et. Ça on l'a vu, on a compris que suivant où on plaçait le tiret, si on en met ou pas dans le match expression ou dans le match field, hein, ça aurait été exactement la même chose. On a ce principe de fonctionnement. Sur le match field, hein, on aurait pu faire exactement la même chose, hein, je peux vous montrer mais on va pas forcément l'appliquer. On aurait pu faire, là pour faire exactement la même chose que ce qu'on a ici, on aurait pu faire un match field, ici match field, the fields, donc avec un S pour les deux. Là on sait qu'on veut le faire sur le nom du node, donc du coup on va faire, on sait que le nom il est dans les metadata, donc point metadata point name et donc in K0S5, donc on pourrait en mettre d'autres, hein, K0S, K0C1, etc., etc. Donc voilà pour ce cas de figure là. Autre cas de figure du coup, en matière d'affinité, on ne fera pas le anti-affinity, ça fera trop de choses je pense pour aujourd'hui, mais on a le pod affinity qui fonctionne sur un principe un peu différent. Alors là ce qu'il faut comprendre, c'est que le but c'est de regrouper le principe en tout cas fondamental de ce pattern là, on peut en faire d'autres choses à côté, hein. Mais le principe fondamental de ce pattern là, c'est que j'ai des pods par exemple front-end, et je veux qu'il soit avec une affinité, avec des pods par exemple back-end, ce qu'on va faire nous, et je veux que ce calcul de topologie se fasse sur, voilà, qu'il soit situé dans le, on va dire donc il faut affecter une topologie. Là je suis en train de dire, ok, il faut que les pods front-end, moi, soient liés aux pods back-end. Maintenant, est-ce que c'est dans la même maison, ou juste dans la même pièce, ou dans la même ville, ou dans le même pays? C'est pas la même chose. C'est ce que précise la topology key. La topology key, par exemple, ça va être de dire, ok, moi je veux que les pods front-end et les pods back-end soient regroupés sur la même machine. C'est ce qu'on vient d'écrire ici, ce qui est écrit ici, un Kubernetes hostname. Donc on se base sur le hostname. Mais on pourrait se baser très bien sur, comme on a dit tout à l'heure, sur le zone sur la zone, de manière générale. Là, il ne faut pas préciser une clé valeur. Ça sert à rien, puisqu'en fait, le but, c'est de dire les front-end et les back-end doivent être regroupés. Ce qu'il faut, c'est déterminer la clé de regroupement. Est-ce que c'est une clé fine, c'est-à-dire la pièce dans laquelle je suis, la maison dans laquelle je suis, la ville dans laquelle je suis, dans le pays dans lequel je suis. Voilà, on peut imaginer la pièce, par exemple, c'est le serveur. La maison, c'est la baie. Et la ville, ça va être le data center. La zone, ça va être, par exemple, l'Île-de-France, etc., etc. Donc là, c'est ce niveau-là c'est la clé de topologie qui va permettre de dire est-ce qu'on est juste sur quelque chose de très très restreint, donc ils vont être vraiment très très proches ou pas. Ça, c'est ça qui va permettre de déterminer. Donc on a deux paramètres, hein, qui sont pris en compte vraiment dans ce calcul-là, ce qu'il faut retenir de ce que je viens de vous dire. Premier paramètre, c'est qui va être lié à qui, et pour ça on va utiliser donc le label selector par exemple, match label pour dire on va matcher exactement comme on l'a vu, hein, sur les services, on l'a vu également sur les déploiements. Il faut sélectionner des pods, et bien on va dire ok, le match label c'est par exemple app égale backend, clé valeur, et puis ensuite le deuxième élément, deuxième paramètre qui est hyper important pour du pod affinity en required, c'est la clé de topologie, c'est-à-dire le niveau de finesse où on va vouloir regrouper ces éléments-là. Est-ce qu'on veut les regrouper sur la même machine, etc. Là, on est sur la même machine, donc c'est kubernetes.io/hostname. Je vous rappelle, on en avait parlé, vous pouvez rechercher facilement, hein, sur votre moteur de recherche préféré.
il y a des labels fondamentaux qui sont déjà provisionnés sur Kubernetes, hein, on les voit tout à l'heure, on a vu ça quand on fait un describe par exemple comme ceci. On voit qu'on a déjà des bêtas, par exemple ici on peut dire, bah tiens ça va être sur tous les nœuds qui sont sur de l'AMD 64, on pourra avoir d'autres nœuds à côté, donc ça c'est des labels qui sont entre guillemets réservés, et qui sont setés par défaut à l'installation de Kubernetes, il y a d'autres éléments encore. Là le principe ça va être le même, c'est-à-dire c'est de se dire, est-ce que je vais les regrouper, donc là on va définir une clé de partitionnement, une clé de topologie, hein. J'ai mis clé de partitionnement, ça peut parler aussi autrement, j'essaye d'utiliser des synonymes. Là on voit qu'on a par exemple US East, US East et puis US West, donc du coup on a des régions différentes. Bah, si c'est ça ma clé de partitionnement, ce qui peut se passer c'est que mon back-end, ce qui compte c'est que mon back-end soit à compter du front-end avec une clé de topologie qui va être cette région-là, la région. Et bien si c'est ça, on a deux cas de figure. Si mon back-end s'est déployé sur US West, il faut que mon front-end soit déployé sur US Est, West, et puis inversement, là on voit qu'on a deux serveurs. Si mon back-end est déployé soit là, il faut que mon front-end soit là, ou soit les deux, suivant le nombre de pods que l'on a. Donc ça c'est quelque chose qui est aussi important à avoir en tête. Alors on va se faire une petite démo pour comprendre ça. On va voir le bon et le moins bon. Celui qui n'a pas compris les choses, par exemple, ça serait de se dire, imaginons, ouais, c'est celui-ci, le pod Affinity Bad, voilà, c'est celui-ci. Alors celui qui n'a pas compris le fonctionnement du truc, c'est de se dire, le match label selector, il est basé sur le même match label, le même label que mon pod. Et là, ça matche pas en fait. Alors, on va faire d'abord le bon. Alors, on va faire plutôt le good. Voilà, ici, pour pas vous embrouiller. Imaginons, je déploie un front-end, voilà, comme ceci, qui est lié à un back-end, effectivement. Donc, je vais faire un vim pod-affinity -good, alors j'ai pas trouvé d'autres noms, mais voilà, .yaml comme ceci, et je vais coller tous les éléments. Là, ce qui va se passer, donc je déclare des pods qui s'appellent, un déploiement qui s'appelle Affinity Required, alors on va l'appeler front-end, lui, parce que c'est front-end, c'est pas ça, front-end, ici front-end, donc c'est un déploiement qui s'appelle front-end, qui va déployer 30 on va dire 10 front-end, pas 110. Donc il va chercher à matcher des pods qui s'appellent front-end. Souvenez-vous des déploiements, allez voir la vidéo si vous vous en souvenez plus bien. Donc du coup, on va avoir un template de générateur de pods qui va générer des pods dont parmi les métadatas de ce pod-là, le label principal, ça va être app de .front-end. Ok, donc du coup, ça permet que le déploiement prenne en charge ces pods-là. Ok. En tout cas le réplica set, et puis les spécifications de ces pods, ça va être quoi? Ça va être notre fameuse affinity avec un pod affinity required, basé sur le label selector. Il n'existe pas que celui-ci, en match label. Donc du coup on va dire, ok, nous ce qu'on veut, là on est en train de dire que notre pod, les pods du déploiement front-end ont une affinity avec les pods qui ont un label qui s'appelle app backend. C'est-à-dire que ces pods-là, quand on va les déployer, le scheduler va dire, ok, eux, ils ont une affinité particulière avec backend, et cette affinité, c'est la zone. Ok, alors j'ai remis à côté la définition de la zone. C'est la zone. Donc ça c'est important, et là on dit pas quelle zone en question. Alors on pourrait préciser la zone hein, si on applique du node affinity du coup quoi. Si on fixe le node affinity par exemple sur ce front-end ou sur le back-end, du coup on va créer une dépendance au node en question. Là du coup, si on lance ça, qu'est-ce qui va se passer? Parce que pour l'instant on n'a pas déployé de back-end. Donc là du coup, on est en train de dire, tu te déploies dans la même zone que les pods de type backend. J'ai pris volontairement, on pourrait le faire avec le hostname qu'on a vu tout à l'heure, mais c'est beaucoup plus simple, en tout cas plus facile à comprendre, et on ne comprend pas forcément la logique dans son entièreté. Si je fais un kubectl apply -f de pod affinity, comme ceci, good, et que je vérifie qu'est-ce qui se passe, là je vais avoir que mes 10 pods, mais qui sont gardés par le scheduler et en pending parce que pour l'instant il ne peut pas les affecter où que ce soit.
parce que l'affinity, il n'est pas capable de la vérifier, en tout cas il n'a pas les éléments, il ne peut pas déployer nulle part ces pods-là, parce qu'il n'y a pas encore de pods back-end qui sont lancés, et dans la même zone, ok. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer si on fait... alors j'ai pas mis des labels partout, je sais plus ce je vais quand même vérifier avant de faire le truc. Si je mets un node show labels, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis que 3 nœuds avec une zone ici, ouest 1, ouest 1 ici, ouest 3 ici. Alors le risque c'est qu'ils partent aussi, on a du ouest 3 aussi ici. Ouais, donc non, on est pas mal là. Je pense pas qu'il aille nous le mettre sur K0C4. Ça me paraît pas possible d'ailleurs même. Donc on va faire un kubectl run et on va lancer un pod. Ouais, on va lancer un pod qui s'appelle du coup backend. Alors attention, le kubectl run, il ne crée pas de label app, mais il crée un label run. Donc là, il est parti pour créer un label run de .backend. Donc ça va pas nous suffire, puisqu'en fait, nous, notre label, c'est pas ça, c'est app égale backend, non run égale backend. Donc du coup, on va rajouter juste, hein, c'est pas très grave, on va dire -l pour label, app égale backend, comme ceci. Et là, normalement, voilà, il nous a créé notre pod en question. Et là, oui, hop, c'est parti. C'est parti parce que du coup, il est en mesure de calculer l'affinity en question. Alors où est-ce qu'il nous a placé tout ça? Surprise. Eh bien, il nous a placé ça sur K0C3 et K0C5. Et ouais, toujours penser en mode zone. Donc là, on est en train de se dire, c'est forcément, ils sont dans la même zone. Les C3 et C5, C3 et C5. Ok, ils sont tous les deux dans la même zone, hein, vous voyez, donc la zone EU Ouest 3. Donc il a bien respecté l'affinity en question. Donc ça, c'est hyper important à retenir. S'il les avait déployés ailleurs, eh bien, il les aurait mis dans une autre zone. Hein. On peut s'amuser à faire un kdelete deploy de front-end. Et puis on peut kdelete pod backend. Puis on peut croiser les doigts ou mettre un node affinity, hein, tel qu'on l'avait tout à l'heure. Là on va se mettre juste sur... allez, on va relancer comme ceci. Et si je fais un O wide comme ceci, il est parti... Alors je sais plus, on avait dit quoi, nous c'était... Ah non, il est reparti sur le 3. Sinon on peut le spécifier, c'est pas très grave. Allez, on va s'amuser, on va le faire tac tac tac. On va faire un kubectl run app, ok, et on va dire --dry run égale client. Ça permet de réviser en même temps. -o YAML comme ceci. Donc là il nous a généré les éléments. Je crois que normalement on peut même préciser, hein, dans le kubectl run le node affinity. Mais là on va le faire en mode comme ceci, pod, on va dire backend n.yml, ok, vim backend.yml, et là alors comme je suis extrêmement mauvais, là je sais que ça c'est affinity, jusque là c'est pas très compliqué, je sais qu'on va être sur du required scheduling, non, on va passer d'abord par node affinity, et je vais reprendre mes trucs parce que je suis sûr de me tromper à tous les coups. Alors pod node affinity, voilà. Donc nous on va repartir sur celui-ci, tac, voilà, node affinity. Quoi, non, on va reprendre ceci, mais on n'a pas la bonne indentation puisqu'on est sur un déploiement. 2 points comme ceci, tac tac, et là on va essayer d'aller modifier ceci, tac 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 tac, hop, voilà, voilà, avec ça on doit être pas mal. Donc là on est comme ceci, et puis moi ce que je veux c'est alors soit je lui dis une zone, soit là on a tellement de choix. Là je vais lui dire bah écoute, ça tu me mets sur K0C1 qui sera forcément la zone 1, ou sinon on peut dire tu me le mets dans la zone 1 quoi qu'il arrive. Donc là on est sur les labels, on peut dire zone.
Et puis on va dire EU-West 1, par exemple, comme ceci. Et avec ça, on doit être pas trop mal. Alors, j'ai pas cleané du tout les champs qui sont en trop. Tac, toc, tac, toc, tac, toc. Hop, voilà, tac, tac, ok. Donc là, si je fais ça, kubectl apply -f2, si j'ai pas trop mal bossé, là, il nous a créé un pod. Normalement, il a créé ce pod, normalement, sur un des deux nodes de la zone EU-West 1. Donc du coup, on est sur K0C1, donc du coup, on est effectivement dans cette zone-là. Et ça veut dire maintenant, si je fais un kubectl apply de mon front-end, -f de mon front-end, bah là, le front-end, il va suivre... j'ai pas front-end, là. Ah non, node pod affinity, pardon. Pod affinity, good. Alors après, vous allez voir, on va voir un mauvais cas de figure. Là, ok, il les a lancés. Où est-ce qu'il les a lancés? Bah forcément sur un des deux nœuds qui sont dans cette fameuse zone, donc K0C1, K0C2, la zone EU-West 1. Donc ok, ça respecte bien nos règles. Alors, le mauvais cas de figure, alors on va delete, delete pod backend. Hop là. C'était getPod, ok. Et là, on va... Bon, on n'a pas besoin du front-end non plus, kubectl. Alors, vous voyez, hein, c'est vraiment au moment du scheduling que ça se passe, puisque là, tout le monde pourrait se dire « Allez, je connais pas encore Kubernetes ». Bah là, il va avoir droppé front-end, puisqu'en fait, on a supprimé back-end. Donc, du coup, il n'est pas capable de calculer son truc. Maintenant, il l'a déjà calculé avant. Du coup, c'est pour éventuellement, s'il a besoin de rescheduler, que ça va poser problème. Et puis, on a kubectl delete deploy... et là on est sur front-end, donc on supprime, on est juste en train de cleaner tout. J'aurais pu le faire beaucoup plus facilement et plus rapidement, je ne l'ai pas fait, je sais pas pourquoi. Ok, eh bien il y a un mauvais truc, si on n'a pas compris comment ça fonctionne, ou quelqu'un qui est malin et qui a vraiment un besoin particulier. Mais ça peut être plus souvent la personne qui n'a pas bien compris le principe d'affinité. Si c'est donc un autre cas de figure, c'est de se dire, je prends un pod affinity bad cette fois-ci, parce que je considère que c'est une mauvaise utilisation, ou quelqu'un qui est vraiment très malin parce qu'il a un besoin très très particulier. Là, j'ai toujours mon déploiement qui crée, alors ça pourrait être des front-end, des back-end, peu importe, et derrière, donc là on va créer des back-end, on va dire, peu importe, ça va pas changer grand-chose. Là, je suis en train de créer des back-end et je veux créer une dépendance, par exemple, au front-end, comme on a fait du front-end tout à l'heure. C'est exactement pareil. Donc, je vais créer un déploiement qui a un match électeur sur les back-end, qui, donc, ce déploiement crée des pods avec le label app back-end. Et bien derrière, ce qui peut se passer, c'est de se dire, ok, je vais créer une affinité. Et puis, on n'a pas compris que le but, donc là, on est sur un back-end. On a changé tout à l'heure, on était front-end. Et puis on se dit, tiens, je vais faire du require, du pod affinity sur app de point backend. Et là, en fait, c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Parce qu'en fait, on est sur le même label que le truc qui génère les propres pods eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est moi pod, je veux une affinité avec moi-même. Donc là, on va pas avoir de problème à lancer. Alors effectivement, on va pas avoir de problème à lancer ce bazar-là, mais c'est complètement pas bon, sauf si je veux strictement que tous les réplicas du même déploiement soient déployés tous sur la même machine. Ça peut être un cas particulier, hein, mais assez généralement, c'est pas une volonté de le faire. Et là, il va effectivement avoir lancé 30 nodes, mais il va les avoir lancés tous sur le même node, c'est-à-dire donc dès qu'il va en avoir lancé un, ils vont tous sur le même, strictement. Si je drop un des nodes, il va se relancer au même endroit. Si je fais un kubectl scale deployment, on l'a appelé backend, --réplica à 0, kubectl c'est mieux, hop voilà, kubectl getPod j'ai plus rien, je vais plus rien avoir dans 2 secondes, voilà, hop.
Voilà. Si je réapplique, là il est fort probable qu'ils se mettent sur un autre serveur, mais qui fasse exactement le même type de comportement. Si je fais un O-wide, là on est parti, et tous au même endroit, K0, C3. Généralement, là du coup, c'est vraiment une mauvaise compréhension de l'affinité ou un cas très spécifique. Mauvaise compréhension parce que du coup, on a voulu créer une affinité peut-être avec quelque chose d'autre, mais on est passé à côté de la manière dont on déclare le truc. Ça, c'est un peu l'erreur de l'affinité. Et du coup, on se retrouve avec un truc complètement paradoxal, c'est que au lieu de distribuer les réplicas, on les distribue pas, ils vont être tous au même endroit et il n'y a pas d'affinité qui existe. Et ça, on ne va pas forcément le voir directement si on ne vérifie pas les choses. Ça peut être problématique. Ou sinon, on est peut-être dans un cas très très particulier où on veut que tous les nodes en question se lancent toujours tous sur la même machine, comme je vous disais, et ça c'est possible du coup par ce fait-là. Vidéo très longue, je l'avoue, mais c'est vraiment nécessaire de bien poser ces briques-là. Prochaine vidéo, on va découvrir le preferred. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vraiment, faites-vous la main là-dessus. C'est quelque chose qui est assez souvent posé comme question en CKA, donc vraiment à creuser. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, à liker, etc. Oui, ça prend vraiment du temps et de l'énergie de faire tout ça. Et en tout cas, j'espère que cette énergie que je vous transmets, vous l'utilisez et bien, et que ça vous booste, c'est cool. Ciao à tous!